Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Colline et Martin, cofondateurs d'Animal Labs, une entité qui accompagne les particuliers et les entreprises à améliorer leur image en utilisant l'intelligence artificielle. Alors bonjour Colline, bonjour Martin, comment allez-vous aujourd'hui ? Salut, ça va et toi? Bonjour Thibaut, super. Merci pour l'invitation en tout cas, c'est cool. C'est un plaisir de vous recevoir dans le podcast. Alors, on a beaucoup de choses à parler parce que vous avez à la fois le côté intelligence artificielle, mais il y a aussi une brique NFT qui va forcément intéresser aussi l'audience dans vos profils respectifs. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de vos parcours et nous dire comment l'univers du graphisme, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, tout ça, c'est un peu greffé, intégré dans votre quotidien ? Ok, on va faire en deux temps. Je vais commencer, ensuite Colline va raconter à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, et aussi parce qu'on a deux racines de parcours qui sont assez différentes. Moi, de base, donc je sors d'école de design, j'avais fait 6 ans d'études, et en sortant de l'école de design, donc quand j'ai eu mon diplôme, j'avais fait mon école de design, c'était en design produit, spécialisation de transport avec master dans les objets connectés, en gros. C'était très différent des NFT, etc. Mais depuis que j'étais petit, déjà, toujours adoré dessiner des personnages, etc. Même tous les univers autour de un petit peu ce qu'on peut voir dans les NFT, même si c'est très large, ça me parlait. Et du coup, après le Covid, donc j'ai commencé à travailler de mon côté parce que c'était forcément un peu plus compliqué pour l'embauche. Et puis, d'un autre côté aussi, ça a toujours été un peu dans mes veines de travailler à mon compte. Ça m'a toujours plus correspondu comme profil. Et ensuite, en fait, on est arrivé assez rapidement au Bull Run crypto, où là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, à ce moment, avec Colline aussi, on avait commencé un petit peu des projets ensemble à côté. C'était un peu plus d'e-commerce, etc. Donc, c'était assez différent. Et parce que Colline avait encore son travail à ce moment-là, elle reviendra là-dessus ensuite. Et ensuite, donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, Web3, ça m'a vraiment, j'ai vraiment tout de suite adhéré, quoi. C'est quand j'ai vu l'univers. Et ensuite, j'ai entendu parler des NFT, donc c'était l'été 2021. Et là, je me suis dit, donc c'était suite à une vidéo d'un YouTuber qui cherchait un artiste pour faire la collection. Et il voulait un style, je me souviens, un petit peu spécial. Et je voyais très bien, je savais que je pouvais le faire. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment le mélange entre ce que je viens de découvrir qui est assez fou. En plus, tu avais quand même une opportunité financière à ce moment-là parce que forcément, c'était le bull run, quoi. Et en plus, ça me permettait de faire quelque chose que j'aimais bien. Donc, j'ai commencé à travailler sur une première collection. Puis, il y a une deuxième qui s'en est suivie. Donc, ça, c'était c'est ça, fin 2021, début 2022. Et ensuite, à partir de là, en fait, on a commencé à rejoindre aussi des communautés à côté, dont des communautés qui ont lancé des projets. Et à un moment, j'ai commencé à closer un projet, 2 projets. Et c'est à ce moment où Colline m'a rejoint. On s'est dit, là, il y a quand même un truc à faire. On a acheté un deuxième iPad et c'était parti. Et ensuite, suite à ça, on a travaillé sur plusieurs projets. Et ensuite, arrivé plutôt bear market, là, pour le coup. On arrivait toujours à trouver des projets, mais c'est vrai que c'était quand même plus compliqué. Déjà, les gens avaient moins d'argent pour les prestations. Donc, forcément, les projets étaient plus compliqués, surtout FTX, quoi. Il fallait travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus pour, au final, toucher beaucoup moins d'argent que lorsqu'on avait commencé à travailler pendant le bull run. Mais voilà, on s'en sortait quand même bien, mais on sentait que c'était pas la même vibe, quoi. On sentait que c'était quand même assez différent. Et en fait, en parallèle, donc là, c'était pile il y a 1 an quasiment, on a commencé on a eu nos accès pour Midjourney et pour DALL-E, je me souviens, c'était à ce moment-là. Et là, au début, moi, je sais que quand j'ai commencé à voir les intelligences artificielles, on en parlera plus tard, mais ça m'a fait peur.
Puis au final, on a pris le pli. On a eu assez rapidement des clients qui voulaient des rendus assez abstraits, parce qu'au début, c'était assez abstrait quand même, la qualité de Midjourney, etc. Et au final, des clients qui ont voulu refaire leur visuel de site, d'infoproduits, leur logo. Et ensuite, on a lancé Anima, vraiment centré autour de l'intelligence artificielle et du design, de la création visuelle et de l'identité visuelle en général. On va en parler, je pense, un peu plus en détail dans le reste de l'interview, et je vais laisser Colline aussi expliquer son parcours. Ok, donc moi, c'est un petit peu différent de Martin, dans le sens où, après, j'ai toujours été créative et toujours été intéressée par l'art depuis petite. Mais c'était pas un peu, le milieu de l'art, c'était pas envisagé, on va dire, dans mon cursus scolaire, parce que ma famille n'était pas du tout là-dedans. Donc, j'avais suivi un petit peu ce schéma-là. Donc, j'ai fait des études dans le commerce. Et puis, je suis vite rentrée dans la vie de salarié, en fait. Donc, j'ai travaillé à peu près pendant 4 à 5 ans. Donc, voilà. Et puis, après, le Covid est arrivé pendant cette période-là. Enfin, donc, moi, ça a été une période assez bénéfique, en fait, au final, pour moi. Ça m'a permis, en fait, de faire une petite pause un peu dans le monde du salariat, mais tout en étant encore rattachée, en fait, tout bêtement, à mon statut, quoi. Donc, je suis restée peut-être à peu près 6 mois, 1 an, sans aller au travail de manière physique. Donc, ça a été l'opportunité pour moi de commencer un petit peu des premiers projets un peu plaisir, on va dire, entre guillemets, où j'ai commencé à regarder comment on faisait pour créer un site internet. Vraiment, c'était vraiment le moment où je commençais un peu à toucher à tout ça. Et puis, donc, par la suite, c'est là qu'on a commencé à travailler avec Martin ensemble. Enfin, je t'avais pas dit qu'on avait bossé un petit peu avant sur d'autres points. On avait bossé un petit peu sur du e-commerce. Et puis, du coup, les NFT après qui s'en suivaient. Ouais. Donc, moi, ça a été un petit peu une révélation aussi pour moi, parce que, en fait, c'était l'opportunité de monétiser un petit peu mon art, en fait, entre guillemets, parce que c'était ma première expérience un petit peu, voilà, tu dessines toute la journée, et puis au final, tu t'épanouis dans tout ça, et puis du coup, tu es récompensé par un salaire aussi par la suite. Donc, c'était assez important pour moi. Ça a changé du commerce, quoi. Ah bah, littéralement, et puis ça a été un petit peu une révélation, quoi, parce que c'est se dire, en fait, au final, il y a un autre monde, en fait, une autre porte qui s'ouvre, quoi. Et Donc, pour rebondir sur ce que dit Colline, elle avait quand même vraiment des bonnes bases en dessin avant. Sinon, je pense que ça ne serait pas aussi vite... ça serait pas aussi vite venu, mais en fait, on a commencé dans un ordre chronologique. Le premier projet qu'on a pris NFT, c'était très, très, très cartoon. Et en fait, on a fait une montée en niveau comme ça sur des projets à la fin qui étaient quand même plus complexes. Puis Colline, en plus, elle a la faculté d'apprendre très vite. je suis assez curieuse, en fait, Ouais. sur plein de points, et j'aime bien, je suis très motivée et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a fait que j'ai pu suivre aussi le rythme et la cadence, et où je me suis épanouie très rapidement sur le sujet. Et puis, après, il a fallu réapprendre aussi comment on dessine avec l'iPad, parce que c'est différent que le stylet à la main, etc. Ouais. Même la 3D, tu l'as appris en une semaine pendant le Covid. À ce moment-là, c'était avant qu'on ait commencé. C'est quand les collections en NFT 3D arrivaient, je me souviens, ça avait donné un coup de chaud. J'étais passé à côté d'un gros projet, et du coup, on avait appris la 3D très rapidement. Ouais, c'est vrai que quand je suis passionnée sur un sujet ou qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je me donne à 3000%. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est la curiosité. Et puis, donc, du coup, comme tu avais dit tout à l'heure, on avait assisté un petit peu à la première vague Midjourney. Et puis, ça n'a pas tout de suite été... on n'a pas tout de suite pris le pli d'aller dessus, parce que ce n'était pas encore aussi développé que maintenant. On était dessus, mais plus en mode curiosité. Et puis, on a quand même signé un premier projet. C'était quand? Fin août. Ouais. IA, premier projet IA, et puis d'autres en septembre, etc. Et ça a augmenté. Et en fait, c'était un peu en parallèle des NFT. Donc, je pense que c'était à peu près 80% NFT, 20% IA à ce moment-là. Et puis maintenant, je dirais plutôt que c'est 80-90% autour de l'IA. Enfin, quand on dit l'IA, on en viendra plus tard, mais c'est aussi, c'est pas que d'utiliser l'IA, bien sûr, parce que sinon, ça serait un peu trop simple, entre guillemets. Mais on fait toujours un peu de collection NFT.
Donc, plutôt des collaborations communautaires. collections Oui, voilà. communautaires, On va y arriver. comme les Marmotoshi, par exemple. Il y a aussi eu le projet Mécade des boules de Cryptocademia. Et je ne sais plus si on n'en a pas fait une autre. Ah oui, on a refait normalement, ça devrait arriver bientôt, mais on a refait un visuel pour les Marmotoshi qui devrait débarquer bientôt là. Donc voilà, on ne peut pas trop en dire plus sur le sujet. Et puis donc voilà, je pense pour la question, comment ça s'est un petit peu inséré un petit peu dans notre parcours, tout ça. C'est ça. Et surtout, ce qui a surtout évolué aussi, c'est notre vision de l'utilisation de l'IA. Au début, c'était des visuels vraiment très bruts. On les refourguait comme ça, entre guillemets, parce que c'était très nouveau. Alors que maintenant, en fait, on a commencé à faire beaucoup de prestats, mais surtout à vraiment un peu se casser la tête. Par exemple, lorsqu'on a débarqué sur Twitter, on a commencé à faire beaucoup de bannières pour se faire un petit peu développer notre début de compte. Il y a toute une personnalisation en fait autour. Aujourd'hui, on utilise l'IA comme un outil, c'est-à-dire on va générer des images, mais on va venir la modifier avec différents outils tels que Procreate, Illustrator, Photoshop, Canva aussi parfois. C'est vraiment maintenant devenu un outil, quoi, tout simplement, dans le processus de création. Pour un visuel, on peut faire énormément de combinaisons, on vient les retoucher. Parfois, on fait aussi de la retouche à la main par-dessus, de l'animation. On fait vraiment en sorte de l'utiliser. Je pense que la meilleure place de l'IA, c'est vraiment à inclure à certains endroits clés du process. Et c'est ça qui fait la différence entre peut-être des personnes qui vont juste faire des visuels comme ça rapidement, un peu et la personnalisation, par-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est super intéressant. Là, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Alors, je note déjà le fait que vous étiez plutôt côté NFT au début. Maintenant, il y a l'IA qui a pris vraiment le fait des projecteurs et qui amène tellement de choses qui alimentent finalement vos données d'entrée. C'est ce que vous dites, hein, c'est que maintenant, vous vous en servez pour recadrer certaines choses. C'est pas juste l'IA qui fait tout, c'est vous, ça vous donne les inputs. Et derrière, vous refaçonnez un peu tout pour faire du sur-mesure pour vos clients, quoi. Et très intéressant aussi le fait que vous ayez participé à Marmotoshi et à Before des boules là, parce que Marmotoshi, je connais bien avec CryptoMask, vu que je suis vraiment dans la team, et l'autre aussi. Donc j'apprécie c'est pour Cryptocademia, l'autre, c'est ça? Avec CryptoMask, je sais que c'est une très belle commune aussi. On n'a pas encore travaillé avec eux, mais peut-être un jour, on est ouvert en tout cas. Ah bah, franchement, si vous devez travailler avec quelques communautés, si je peux vous en recommander une ou deux, clairement, il y a les CryptoMask dedans et c'est assez hallucinant la force de cette commu. Mais voilà, très très cool. Et puis, je rebondis sur ce que vous aviez dit aussi, parce que vous faites effectivement des bannières pour faire des visuels un peu sur mesure pour des personnes. Et moi, en l'occurrence, je suis aussi passé par vous. Donc, l'info n'est pas nouvelle parce que j'ai quand même communiqué sur Twitter dessus. Mais voilà, je suis aussi passé par vous pour moderniser moi-même mes bannières et je suis totalement satisfait du résultat. Donc, bravo encore. C'est super chouette de bosser avec vous. Donc, j'invite tous ceux qui, dans l'audience, ont envie de moderniser à travers de l'IA ou d'autres choses, des visuels, des bannières, une image de marque, qu'ils n'hésitent pas à vous contacter parce que franchement, c'était une super expérience de bosser avec vous. Voilà, c'est la petite parenthèse personnelle qui se referme. Et bravo pour vos parcours respectifs. C'est vrai que c'est pas évident au début de démarrer et vous avez fait plein de bannières sur Twitter avec en plus pas mal de comptes qui sont orientés Web3, crypto, que vous pourrez citer, hein, mais il y a quand même des grands noms dedans, notamment CryptoGoku, Cryptic aussi, je crois, ou non, ou Oslot aussi. Ouais, on a accès, comme on avait déjà un pied dedans, tout ce qui est crypto, NFT, etc., on s'est rendu compte qu'il y a eu une sorte de corrélation entre les deux univers, en fait. la communauté IA et la communauté crypto. Et en fait, on s'est dit que c'était plus simple pour commencer parce qu'on pouvait justement… par contre, du coup, il y a des clients qui viennent à nous où là, c'est des commandes et les fois où on essaye en one shot, on analyse un profil et on va chercher des informations, des détails sur ce qu'aime la personne, etc. On fait vraiment presque de l'OSINT pour se renseigner et on essaye de toucher direct dans le mille. Et ça a marché quand même quelques fois. Et ensuite, on propose soit rémunération, soit sinon, ça peut être des partenariats aussi si c'est des comptes qui impriment bien ou si on peut toujours trouver des accords sinon. Hein. Ouais, en fait, c'était aussi plus simple parce que comme la communauté est déjà assez sensible à ça, crypto, donc ils sont quand même potentiellement intéressés par le compte, sachant que nous, c'est vraiment les bannières plutôt comme un cheval de Troie. C'est un levier plutôt ouais, sur ce qui va mener la suite
Ouais, et puis on avait aussi beaucoup de travail à gérer en même temps. Là, justement, à partir du mois de juillet, on va vraiment pouvoir se focaliser quasiment à 100%, je pense, sur Anima. Et développer un petit peu notre contenu, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est pas seulement en fait juste de la prestation de service qu'on fait. Je pense qu'on va justement axer beaucoup plus, enfin c'est l'objectif dès le début d'ailleurs, sur l'accompagnement des particuliers ou des entreprises à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour moderniser leur identité visuelle ou tout simplement ouvrir à d'autres voies de créativité qui leur permettent d'alimenter leur business ou même de créer des nouveaux business aussi. Donc, je pense que ça va en plus se développer énormément encore. Hein. Là, ça fait que1 an quand je vois comment ça s'est développé. Oui, ça se développe très vite. Hein. C'est pour ça. Assez incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et contrairement à ce que pensent beaucoup, c'est pas si simple. En fait, c'est assez simple de faire, par exemple, sur Midjourney, un visuel qui prendrait des heures, effectivement. Mais par contre, savoir bien utiliser, bien mixer tous les outils, faire en sorte que la proposition soit vraiment pertinente et aussi qui rentre dans un cadre professionnel, ça demande quand même plus de maîtrise, plus de technique et des codes aussi. Puis je vais rebondir aussi. Nous, on a eu la chance d'être là au début. Donc, en fait, on est arrivé un peu au commencement de tout, en fait, les versions Midjourney, etc. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir une vision globale avec des outils, des commandes, etc. spécifiques. Parce qu'en fait, là, on passe sur la 5.1, 5.2, etc. Mais il y a des choses qui sont plus, pertinentes quand on passe sur les anciennes versions ou autres. Et donc, quand on débarque sur Midjourney ou autre, et qu'on demande une commande spécifique, eh ben, on n'a pas encore toutes ces notions en tête, etc. Que nous, on a vraiment une visu globale sur un petit peu comment les commandes se font, etc. Quelle commande est plus efficace pour tel sujet ou autre. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pas on tape quelques mots. Oui, on peut taper quelques mots et avoir un résultat très intéressant. Mais c'est la création vraiment de prompts. Voilà. Il y a des entreprises rendu final. Et c'est comme ça qu'on arrive à se différencier aussi sur certains visuels ou certains types de styles, où on va vraiment, du coup, nous fouiller dans toutes les commandes qu'on connaît depuis le début, quoi. Et au-delà des commandes, c'est surtout les prompts le plus important. Et les commandes font partie des prompts. Hein. Mais alors, bon prompt, ça change vraiment tout et par rapport au visuel que tu veux générer. Et nous, je pense qu'à nous deux, on doit avoir fait plus de 30 000 ou 40 000 générations en tout. Et également, le fait qu'on ait derrière des bonnes, même des très bonnes bases en illustration. Enfin, je dis des très bonnes bases parce qu'on a quand même fait pas mal de travail, de projets autour de ça. Hein, c'est sans prétention. Et aussi, en design, ça nous donne aussi l'accès au fait de mixer les outils et les codes qu'on a déjà par rapport à l'identité visuelle, le design, le dessin, les couleurs, les compositions graphiques, etc. quoi. Et tout ça, c'est des notions importantes en fait, pour la génération d'un prompt qui se diversifie et d'avoir un rendu vraiment unique, quoi. Et pas avoir vraiment le fameux filtre Midjourney qu'on peut retrouver très, très, très souvent. très souvent, quoi. Mais et aussi savoir mixer les visuels. Par exemple, il y a des bannières. Franchement, le temps qu'on passe dessus, certains clients nous disent mais vous l'avez généré tout ça avec l'IA, mais en pensant que c'est d'un coup. Alors déjà, on fait beaucoup de tests, nous. C'est ça comme ça aussi qu'on augmente notre valeur perçue, c'est qu'on propose beaucoup de tests. Il y a toujours beaucoup d'expérimentation, quitte à générer rapidement certaines choses, autant avoir le choix. Et au-delà de ça, en fait, on mixe énormément de visuels. Il y a des bannières où je pense qu'on doit mixer 5 ou 6 visuels, plus toute la compo graphique autour. Puis après, la reprise à la main. Hein. Ouais, c'est presque plus long que lorsqu'on n'utilisait pas d'IA parfois, mais parce qu'on prend la tête, franchement. Mais au moins, ça adhère au niveau du rendu. Par contre, si on voulait le même rendu, on est perfectionniste parce que c'est comme ça qu'on mène un peu nos projets, donc on prend du temps. Mais par contre, si on voulait le même rendu à l'illustration, ça prendrait des 10 fois, 20 fois plus de temps, quoi. C'est très intéressant ce que vous dites, notamment le côté des versions de Midjourney, où là, effectivement, des gens qui voudraient venir faire de la concurrence ou se mettre sur votre segment et qui lancent Midjourney, ils n'auront pas cet historique-là, ils n'auront pas ces notions que vous avez accumulées sur 1 an. Et ça ne m'étonne pas du tout que ça se développe très fort, ce que vous faites, parce que vous êtes sur 2 secteurs tendances qui sont à la fois l'intelligence artificielle qui a explosé là cette année et la crypto qui est toujours
hein, qui est un peu plus en dedans, mais qui est voué à bien se développer. Et les deux font un cocktail explosif, je pense, assez fou, et ça marche bien sur les réseaux, et je pense que c'est normal. Vous avez ciblé un énorme segment, et en plus, vous avez les compétences nécessaires pour aller très vite et très fort. Donc c'est très intéressant, ça. Et alors, on a vu qu'il y avait un processus pour créer des NFT de façon un peu manuelle, et qu'après, maintenant, vous allez intégrer peut-être petit à petit l'IA à ce processus-là. Avant d'aborder ça, est-ce que vous pouvez juste me dire quelle est la proposition de valeur d'Animal Labs à l'heure actuelle? Parce que vous avez précisé que vous faisiez effectivement de la prestation, mais que vous réorientez un peu le modèle sur un peu du consulting pour accompagner les clients sur tout ce qui est des questions d'intelligence artificielle, d'image de marque, tout ça. Quelle est la proposition de valeur là actuellement d'Animal Labs, pour ceux qui nous écoutent? Actuellement, comme on a dit, on fait de la prestation de service, mais le but depuis le début a toujours été de commencer par la presta pour ensuite aller vers l'accompagnement. Et en fait, ça va commencer à partir de juillet. On va déjà commencer à apporter beaucoup de valeur via les réseaux, beaucoup de tips, beaucoup de types de prompts différents. On va proposer plein de prompts, plein de générations en fonction de plein de secteurs d'activité, plein d'objectifs, que ce soit des prompts qui soient très créatifs, un peu fantastiques, qui sont surtout très beaux, mais aussi des prompts qui sont utilisables par des entreprises, des entrepreneurs, des Plutôt infopreneurs. technique, tout ça. Voilà, des NFT, comment créer des collections NFT. On va essayer vraiment de mixer pas mal de choses, et surtout aussi pas se cantonner seulement à Midjourney, parce qu'on maîtrise aussi d'autres IA comme Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est déjà un gros morceau. Il n'y en a pas tant que ça qui sache vraiment l'utiliser. Et franchement, c'est assez incroyable. Et après, il y a énormément d'outils qu'on peut retrouver, qu'on touche un petit peu plus de loin ou occasionnellement, parce qu'il y en a qui sont très puissants, mais pour l'instant, on se cantonne aussi plus à ce qu'on maîtrise vraiment pas à 100%. Mais en gros, voilà, on va proposer de l'accompagnement. On a déjà commencé un petit peu à accompagner des personnes sur le sujet, tout ça. Et puis, de toute façon, l'IA, aujourd'hui, elle est là. Donc maintenant, voilà, on a envie de partager nos connaissances et vraiment faire en sorte d'aider les particuliers, les professionnels, les artistes à maîtriser ça dans leur quotidien. En fait, ça peut être pour plusieurs applications. Par exemple, ça peut être, imaginons pour un infopreneur, ça va lui permettre de lui réduire ses frais de prestataire de service s'il faisait appel toujours, par exemple, à un graphiste ou autre. Le but n'est pas forcément de remplacer un graphiste, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas forcément le temps et qui vont demander des prestations. Et justement, les graphistes, eux, de l'autre côté, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus de projets aussi. Donc, moi, on a fait, par exemple, l'expérience. Moi, mon père est designer dans le milieu de la moto. Je lui ai montré ce qui était faisable avec Midjourney. J'ai rentré carrément son style de dessin, de rendu, de casse de moto dans Midjourney. On a fait vraiment des expérimentations, etc. Il y a énormément de choses qui sont exploitables, quoi. Maintenant, on peut également vectoriser avec certaines IA certaines parties. Vectoriser, pour expliquer un petit peu, les illustrations vectorisées, c'est des illustrations qui ne sont pas en pixels et qu'on peut étendre. Ça peut faire la taille ça peut faire 1 centimètre sur 1 centimètre, comme ça peut faire la surface d'un bâtiment, quoi. C'est ce qu'on utilise en général dans ce qui est impression, design, etc. Et franchement, là, ça peut autant être très utile pour quelqu'un qui a un métier artistique, mais comme aussi, c'est ce que je disais au début, un entrepreneur qui a envie de générer plus de contenu pour ses réseaux. On sait que sur Twitter, l'algorithme, il favorise tout ce qui est visuel maintenant. Ça peut être un YouTuber qui a envie de générer ses miniatures. Vidéos peut-être. Ou par exemple des vidéos un petit peu scénarisées avec plein de visuels, etc. Moi, je regardais un YouTuber, je crois qu'il parle du lore de Game of Thrones parce que maintenant on fait ça, en fait, on analyse un petit peu, et il y a des endroits où il ne pouvait pas mettre des images parce qu'il parle un peu du lore étendu. Et là, en fait, avec l'IA, tu peux totalement le faire, quoi. Tu peux créer des univers, et je pense que avec le temps, l'IA va remplacer pas mal de choses. Mais par contre, il y aura toujours besoin de personnes pour créer des choses, créer des univers, créer des tendances, du divertissement. Et justement, je pense que le nombre de créateurs va vraiment augmenter, parce que la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible, en fait. Maintenant, et on peut illustrer vraiment tout et n'importe quoi. Là, on a donné juste quelques exemples, mais ça peut vraiment être utilisé pour vraiment tout. Et en plus, ça va vraiment augmenter, je pense, avec le temps, quoi. Que pareil, pour quelqu'un qui veut lancer sa collection de
de NFT. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faisables. Quelqu'un qui veut lancer ses créatifs, quelqu'un qui a un site e-commerce qui peut justement avoir plus besoin d'avoir un mannequin et de payer des studios. Après, ça dépend. Il y en a qui le feront toujours. Hein. Non, mais notamment Undies, par exemple, quelque chose un peu plus parlant. De quoi Undies, ils avaient dans leur campagne publicitaire. Ah oui. Ils ont utilisé une IA donc pour créer le bac, etc., avec des femmes, s'il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, c'était une et pub de maillot de bain, ensuite, ils ont juste photoshopé en fait, leurs produits qu'ils avaient envie de vendre sur les mannequins. Ouais. Donc en fait, ça permet en fait on peut faire plein de choses. L'IA peut être utilisable. Voilà. Il y avait d'autres exemples. Il y a des films aussi. Il y a un film qui a gagné, je crois que c'est une réalisatrice de Nikon Festival. C'est un film qui a été généré totalement à l'aide de Midjourney. Même les personnes qui parlent, etc., tout a été généré. En tout cas, les images de base avec Midjourney. Ensuite, ils ont fait parler les modèles avec d'autres IA. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on va avoir un ratio temps-production qui va être beaucoup plus faible. On va avoir des gains de bénéfices, d'argent. On va avoir une identité plus professionnelle. Donc, en fait, c'est des points qui sont aujourd'hui… ah bah oui, super important. Je pense que ça peut concerner vraiment tout le monde. Mais nous, à la différence, parce qu'il y a beaucoup de… c'est pas une pierre lancée, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans le coaching IA, etc. Parce que forcément, inclure par exemple ChatGPT dans le process d'entreprise, etc., c'est super pertinent. Mais nous, en fait, on axe vraiment ça sur la créativité. Vraiment rendre peut-être des personnes qui le sont un peu moins, beaucoup plus créatives, leur montrer que c'est faisable, de travailler aussi à des points qui sont un peu en dehors de l'utilisation juste de l'IA, mais plus leur permettre de leur donner une vision, de leur montrer un petit peu comment marchent les codes graphiques, etc., pour qu'ils comprennent bien, qu'ils aient aussi un petit peu des notions de design qui sont peut-être assez sommaires, mais qui, en plus de l'IA, va être vraiment augmentée. Moi, j'ai tendance à dire que l'IA, justement, augmente les points forts et comble les défauts. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir vraiment les choses, quoi. On va avoir une nouvelle vague de créatives, les nouveaux créateurs de demain. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on veut vraiment viser, on est vraiment basé là-dessus, quoi, sur la création, sur les visuels, sur l'identité visuelle. C'est super aussi dans un sens, parce que moi, je me dis, des fois, tu passes 20 ans à essayer de dessiner des choses, etc. Et puis là, tu peux… tu es un peu frustré parce que tu ne peux pas des fois mettre une image sur ce que tu imagines ou autre. Ouais. Et puis là, du coup, tu as la possibilité de le faire aujourd'hui avec Midjourney, quoi. Après, j'ai toujours un énorme respect. On continue toujours à dessiner. Hein. Moi, je sais que je pète toujours les plombs quand ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Ah oui, on va reprendre d'ailleurs un peu plus aussi, je pense, sur nos profils Cosmos et Omea sur Twitter. Un peu, je pense qu'on va se lancer dans les petites collections NFT indépendantes. Bah oui, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste aussi, quand tu utilises les IA, des fois tu te sens pas, des fois c'est pas la même satisfaction. Ouais. C'est pas comme quand tu as fait un peu dénaturé. Ouais, voilà. Après, on a testé plein de choses. On a testé de rentrer notre propre style de dessin dans les IA pour justement se permettre de faire des sous-culs à partir de notre propre style. Enfin, on a testé pas mal de choses, mais ça manque toujours de… Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de justement le fait de se faire remplacer aussi vraiment par l'IA, mais à mon avis, il va y avoir une vague de créatifs qui vont utiliser les IA, mais il va y aussi y avoir une grosse montée, à mon avis, des métiers liés à l'artisanat et aux faits main. Donc, tout ce qui va être fait par un humain, entre guillemets, je pense que ça va péter. Donc, je ne m'inquiète pas trop non plus pour les artistes. Moi, j'encourage toujours les artistes quand même à continuer à dessiner. Ah ouais, ça, il faut quand même le faire. Non, mais justement, je pense que ça va être vachement plus mis en valeur par la suite, quoi. Ça serait, même pour l'art numérique, hein, il suffirait de relier ça à un NFT pour prouver que ça a été fait par un humain. Alors, à voir hein, si quelqu'un veut lancer ce genre de projet, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Un petit badge sous forme d'NFT, parce qu'au final, ça sert à ça. Un NFT, hein, c'est un certificat d'authentification qui prouve que ça a été fait par un humain. À mon avis, je pense que ça verra le jour un de ces quatre. C'est intéressant comme réflexion, effectivement. On verra dans les années à venir. Et vous avez raison, ça va toucher déjà énormément de secteurs. Il faut quand même s'adapter parce qu'inévitablement, ça va s'intégrer dans notre économie. C'est inévitable, hein, c'est tellement disruptif. Et ça apporte tellement de valeur que voilà, c'est inévitable. Donc, autant s'adapter et effectivement proposer des nouveaux modèles. Tout ça, c'est intéressant. On va revenir justement, parfaite transition sur les NFT. Merci Martin. Donc, j'aimerais revenir au tout début quand vous avez fait vos premières collections NFT, donc manuellement.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le processus de comment on commence à faire une collection NFT? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Les grandes étapes, c'est quoi? Et après, dans un second temps, heu, qu'est-ce qui a pu accélérer via l'intelligence artificielle, certaines étapes? Donc voilà, d'abord, vraiment, comment vous faites une collection manuelle? Vous prenez quoi? Est-ce que c'est un iPad? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous validez ensuite, un premier lot avec, je sais pas, la personne qui est responsable? Comment ça se passe tout ça? Bah, dans un premier temps, on va avoir une phase de recherche. Donc on va déjà étudier et voir avec, le client, un peu son idée, ce qu'il a envie en fait, de voir en fait apparaître. Donc tu as toute une phase après au départ où on fait des croquis en fait avec notre iPad Pro. Donc voilà, on dessine sur Procreate. Donc un premier croquis, Ça peut être sur Photoshop voilà, aussi, Photoshop avec aussi. la tablette. Après, nous on le fait vraiment sur Procreate Nous, en on a général. vraiment. Moi, j'avais une Wacom de base, hein, pour ceux qui connaissent. Mais Procreate sur iPad, c'est quand même vachement pratique. Tu peux dessiner n'importe où et puis c'est très, très fluide. Donc, premier croquis. Donc, voilà, on dessine un petit peu noir et blanc, voilà, on montre au client, on affine. Puis du coup, ça peut durer quand même pas mal de temps. Ouais, en général, ça Ouais. prend quelques jours à une semaine, quoi, pour qu'on définisse le design, que le client soit chaud. Donc, on fait d'abord le design en fait nu, on va dire entre guillemets. Ouais, Donc, le personnage nu. faut imaginer pour un NFT que tout est séparé en plusieurs assets. Donc, comme disait Colline, le personnage, comme si le personnage était nu. Voilà, donc sans vêtements, sans cheveux, chauve par exemple, enfin vraiment, vraiment nu. Voilà, puis avec des yeux basiques, enfin une bouche, voilà, très, très basique. Et ensuite, une fois que c'est validé par le client, quoi, la personne qui gère, eh bien, on est sur un tableau Excel. Enfin, c'est ce qu'on fait en ce moment, enfin, ce qu'on faisait avant, quoi. On détermine les assets. Tous les Donc, assets qui vont être autour de l'univers. Parce qu'en fait, on essaie de faire une petite DA aussi autour du projet. Qu'est-ce que représentent les NFT? Est-ce qu'il y a un univers autour? Et ensuite, on classe tous les assets, par exemple, pour un modèle un peu, on va dire, une forme humanoïde, on va dire ça. Il y a donc le corps, c'est un peu le socle. Et ensuite, on va faire plusieurs types de yeux, plusieurs types d'accessoires, plusieurs types de cheveux. de bouche, voilà, de cheveux, le background aussi. Enfin, Ouais. il y a voilà, vraiment toute une recherche et une identité un petit peu qu'on va essayer de mener, le code couleur qu'on va choisir Toutes les couleurs, c'est pareil. pour que tout soit cohérent lors de la génération finale. Et ensuite, tout est mis dans un algorithme qui permet, avec tous les assets qui ont été créés, de générer un certain nombre de NFT en fonction de la supply qui est demandée. Et puis après, en général, en fin de projet, on propose de faire des NFT one-to-one légendaires, donc qui ont des spécificités assez uniques. Bien à eux, ouais. Ouais, et où on prend un peu plus de temps, etc. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait aussi en général des visuels pour le marketing, pour les réseaux. Donc mis en scène, etc. Ouais. Et puis après, donc pour la réalisation déjà de la collection, après ça va dépendre vraiment de la supply, du nombre d'assets, et puis surtout de la complexité du projet, parce que si on est sur un projet cartoon assez simple avec des lignes très et un projet très détaillé, le temps de réalisation n'est pas le même. Ouais. On a eu des projets qu'on a fait en 3 semaines et d'autres c'était plutôt en mois et demi, quoi. Après, on a testé aussi un petit peu la 3D, mais on n'a pas fait de projet avec un client en 3D. Parce que à ce moment-là, c'est de la vague de. Il y a eu plusieurs vagues de style et la 2D était revenue à fond. Et maintenant, il y a un petit peu des deux quand même. Ouais, on en avait, mais ça s'était pas fait. Ouais, ça c'était pas fait pour la 3D. Mais on a fait quand même. On a bossé sur une dizaine de collections quand même, hein, depuis le début. Donc c'est assez conséquent. Et en termes de temps. Donc, ouais, c'est à peu près une semaine à quelques jours pour les recherches. Ensuite, 3 semaines à un mois et demi pour la réalisation en fonction du nombre d'assets. Après, si c'est une petite collection, c'est différent. Si c'est une collection collaborative aussi, là, c'est que un one-to-one. Ça nous prend en général une journée, quoi, ou deux. Une demi-journée, ou après, ça dépend de notre inspiration aussi sur le moment. Ouais, c'est ça, ouais. Et ensuite, on prend du temps aussi un peu pour les visuels marketing. Ça dépend combien on nous en a demandé, etc. Mais par contre, comparé à. Pour l'instant, on n'a pas fait encore, mais on l'a testé de notre côté. Oui, on a fait des collections un peu fictives, collections NFT. Ouais, avec l'IA. Et là, c'est un jour de recherche, quoi, pour définir un style, et ensuite quelques jours, une semaine max pour tout réaliser, quoi. Tout dépend d'à quel point est-ce qu'on va personnaliser
les visuels, est-ce qu'on repasse dessus à l'illustration? Est-ce qu'on essaye de séparer tout ça en plusieurs assets? Là, c'est un peu plus long. Ou est-ce que c'est que du one-to-one? Là, par contre, ça va super vite. Donc ouais, c'est aussi faisable. Je pense que ça va être d'ailleurs un angle assez intéressant à approfondir, vu qu'on a un profil un peu mix lors du prochain Bull. Je pense que ça sera assez intéressant. D'accord. Donc, ce que je retiens, c'est qu'à peu près, on va dire, à peu près 1 mois et demi pour une collection manuelle, pour une collection classique manuelle. Et avec l'IA, maintenant, ça se réduit à 1 à 2 semaines max, quoi. Donc, en gros, vous gagnez 3 fois, Ouais. enfin, Et encore, ça peut être, le temps peut être réduit parce que Oui. nous, on a quand même une base de données. Maintenant, on sait comment construire des prompts de collection NFT. On a déjà notre structure. Donc, on a juste des styles à changer par-dessus. Donc, Et on dit 1 à 2 semaines parce qu'on sait qu'on est perfectionniste et qu'on va vouloir faire. On aura des idées qui fera qu'il y a des visuels qui vont varier, ou alors on prend en compte aussi le fait qu'on sépare tout par asset. Ou là, mais ça en demande soi, ça pourrait très bien être du fait en boulot. 1 semaine, hein, je pense. Ouais, mais non, mais même quelqu'un qui s'en fout peut faire une collection en 1 ou 2 jours. En 2 jours. En balançant ça sur Stable Diffusion, tu mets ta supply ou sur comment ça s'appelait? Scénario.ai. C'est une IA qui permet à partir d'un visuel de générer plein de variantes d'un coup, des centaines. Il y en a qui. Si tu fais pas gaffe, si tu n'as pas forcément de DA et que tu veux juste générer une collection d'un coup, tu peux le faire hein, avec un prompt qui marche bien. Oui, et puis il y a des outils aussi maintenant. Ouais. Mais par exemple, si je préfère qu'on prenne. Nous, si on le fait, je préfère qu'on prenne plus de temps et que ça a l'air vraiment d'une collection unique et pas juste d'un truc généré en. Parce que si par exemple tu as la formule pro de Midjourney, tu peux lancer beaucoup de générations d'un coup. Ouais, des après, commandes aussi qui c'est pas existent. comme. Oui, tu peux quand même en lancer pas mal, ouais. Tu as des commandes comme repeat, personne ne la connaît celle-là. Il y a plein de commandes, la majorité des commandes Midjourney ne sont pas utilisées. Tu mets repeat avec un certain nombre après et ça te génère. Ça peut aller jusqu'à. Je crois que c'est 40 le max, donc 40 fois 4 visuels. Ça te génère des visuels. Déjà, ça te fait. Ouais, ça te fait 160 visuels d'un coup. Bon, après, par contre, ça bouffe tes crédits Midjourney. Hein, mais bon, pour rentabiliser. Quoi. Et là, j'ai une question parce que, OK, vous faites tous les visuels, mais comment ça marche? Une fois que vous avez tout créé, donc tous les visuels, que ce soit les cheveux, les moustaches, les monocles, enfin tout ce qui définit la différenciation de chaque NFT, vous fournissez ça via un dossier au commanditaire ou est-ce que c'est carrément vous qui gérez, par exemple, le fond qui est bleu, il n'y en a que 10% et vous saisissez ce paramètre, les moustaches, il n'y en a que 5% et vous saisissez tout ça dans l'algorithme, vous, et vous générez vous-même ou est-ce que c'est le commanditaire qui le fait? Bonne question. Alors, on le fait sur un tableau Excel avec souvent les fondateurs de projets, etc. On définit en fait ensemble le degré de rareté, etc. des datasets. Les métadonnées, ouais. Ouais, qu'on a déjà aussi défini un petit peu avant quand on a créé en fait. Nous, on donne à la louche ce qu'on pense et après on fait un call avec les fondateurs pour se mettre d'accord. Voilà. Et c'était quoi la question? Et sinon, non, on importe tout en PNG, c'est-à-dire chaque moustache, chaque chapeau, chaque yeux, etc. Donc, tout dans un gros dossier, ouais. Tout transparent, en fait. Et en fait, on envoie tout ça dans un dossier où le dev va pouvoir le récupérer. Et ils vont après, du coup, pouvoir lancer la génération. Ouais. Le dev, en fait, utilise le fichier, le gros dossier où on met tout et où on place tout, quoi. Et il utilise aussi le tableau, en fait, qu'on a fait avec toutes les métadonnées. Et ensuite, on voit avec lui s'il y a des choses à rectifier, des choses à modifier. Donc, en fait, tout doit être renommé au bon nom, etc., avec les bons tableaux. Il faut être assez précis. Hein. Pour vraiment que, du coup, tout se passe bien pour la génération. Ben oui, parce que lui, j'imagine qu'il génère tout et après, il l'applique dans son smart contract ou il doit y avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il génère directement dans le smart contract ou s'il génère avant et ensuite il fout les images dans le smart contract pour créer les NFT. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il génère avant. Je pense que ce serait plus intéressant de générer avant pour alléger au maximum le smart contract pour les frais, quoi. Ok, c'est intéressant ça. Et ça veut dire que vous, finalement, vous créez tout l'univers, mais vous ne savez pas à l'avance comment seront générés les NFT. Vous le découvrez en même temps que les autres, finalement, un peu. On découvre. Après, justement, il y a les one-to-one où là, justement, qui sont très, très rares. Et parfois, je ne sais pas s'il n'y a pas certains qu'on a composés aussi à la main. C'est peut-être déjà arrivé, ouais. Ça dépend, mais pour l'équipe, je crois, un truc comme ça. Mais pour le plus gros, oui, on découvre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir défini un code couleur,
que le mood des assets soit dans le bon thème, que les traits soient bien tous les mêmes, etc., pour qu'il y ait une harmonie, en fait, au final. Parfois, on qui se fait crée des à la visuels fin. animés aussi, on a déjà fait, des one-to-one qui étaient animés dans la collection. Mais oui, c'est vrai qu'on a fait aussi des erreurs dans certaines collections. On s'est rendu compte à la fin que tout était très beau, mais que les couleurs n'étaient pas toujours assorties. En fait, il faut vraiment établir une bonne palette au début, quoi. Ça, on l'a appris par la suite parce que même si tout rentre très bien asset par asset et avec les compositions que tu as Des fois, choisies, tu peux avoir des surprises. ouais, à la fin, avec les métadatas, si ça se trouve, il y a une partie en fait qui va. Après, ça dépend avec quel œil on le regarde, quoi. Mais nous, vu qu'on est assez sensible quand même aux palettes de couleurs, il y a des fois, on s'est dit, ouais, ça aurait pu être un peu mieux. Mais les clients étaient C'est contents et la parce commu qu'on a aussi. Donc, ce, c'est nous, on on a est ce chiants aussi, syndrome. quoi. Ouais. Ouais, j'imagine que vous testez chaque accessoire et toutes les combinaisons pour s'assurer que, je sais pas, les cheveux masquent pas le monocle. Enfin, je dis des exemples à la noix, mais Oui, c'est Ouais. ça. ouais, il y a tout ce, mince, Ah comment on bah, dit là, tous ces ouais, tests à faire en amont, on l'a vu cette aussi, checklist. hein, des appels à minuit avec les clients. Punaise, Il y a ça qui va il y a le pas. monocle qui passe par-dessus la casquette, etc. Ça, c'est arrivé. Hein. Ça arrive Il y a plusieurs la fois. petite bandette là qui va pas là. Ou il y a un point, moi aussi, je suis professionnel dans le dessin, j'ai Ah bah oui, là. une petite faute qui est quelque part, un petit trait que j'ai. Et en fait, après, on ne sait plus où je l'ai foutu. Enfin, Donc ouais, c'est un petit peu le off en fait de tout ça, quoi. Mais ouais. c'est assez drôle du coup Mm. quand on en reparle et qu'on revoit les petites coquilles Ouais. qu'on Bon, a ça fait et va, tout. on a réduit, il n'y en a pas non plus énormément. Sur la première que j'avais faite, il y en avait quand C'était même un nos petit peu. premières collections, quoi, quand on apprend, quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Et maintenant, au moins, vous ne ferez plus la même connerie. Donc, c'est le but, quoi. Ouais. Mais je me disais, vu qu'il y a beaucoup de collections NFT qui sortent, enfin, tout le monde peut un peu créer sa collection NFT. Est-ce que dans les clients que vous avez, vous faites-vous, par exemple, un tri ou un filtre sur des projets qui apportent un peu plus de valeur que d'autres? Je sais que les Marmotoshi et Cryptocademia, c'est des projets qui apportent de la valeur et qui sont cohérents. Il y a vraiment des gens derrière qui bossent et tout. Mais est-ce que vous êtes des fois amené à voir quelqu'un qui veut juste, rapidement créer une collection NFT, passer par vous et juste les revendre direct pour se faire un billet? Enfin, est-ce qu'il y a une approche un peu comme ça, On où a- vous filtrez un peu les clients? on en a eu, hein, mais on se rend compte après. Parce que moi, je l'ai même eu pour la première collection que j'ai fait. Ils se sont pas. Enfin, il était deux. L'advisor était good, mais par contre, le fondateur, il est parti avec l'argent. Il habite à Dubaï. Il avait un pseudo, pas son vrai prénom. C'est ça qui est vicieux, c'est qu'après, si votre nom est apposé à des projets qui finalement sont partis avec la caisse, mais c'est pas du tout de votre fait, c'est juste que voilà, les gars étaient mal intentionnés, vous pouviez pas le savoir à l'avance. Au Euh, final, c'est- ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. non, vas-y, c'était la fin, t'inquiète. Au final, c'est arrivé une fois, une deuxième fois où le projet est mort. Il n'y a pas eu vraiment de. Ça s'est pas fait c'était pas aussi violent, on va dire quoi. Même si dans la finalité, est-ce que c'est vraiment très différent, je sais pas trop. Mais parce que c'est différent un projet qui fait un bon score et qui se barre et un projet qui a un peu moins bien réussi, du coup ça délivre moins et puis après ça meurt puisque ouais. Au final, c'est à chacun de voir où est la nuance quoi. Mais la communauté a toujours été franchement super cool. Quand c'est arrivé, ils ont compris que nous, en fait, ils étaient donnés parce qu'ils ont vu les résultats et les artistes, on a un peu vraiment le beau rôle avec les commus, c'est qu'ils savent qu'on est assez détachés de ce qui va se passer. Et nous, on a fait le taf, ils le voient, quoi. Donc, même si on a gagné de l'argent grâce à ça, on a tout simplement gagné de l'argent Mais qui provient de notre travail, quoi. Cela dit, on fait quand même attention aussi. On a quand même eu des demandes et on a refusé certaines personnes parce qu'on ne sentait pas du tout le projet, on n'avait pas du tout envie d'être associé à ça. Moi, Donc, c'est surtout au début, en fait, où tu ne sais pas trop où tu y mets les pieds. Tu apprends aussi, du coup, les choses dans ce monde-là. Enfin, du coup, tu acceptes peut-être plus facilement sans regarder certaines choses ou sans poser de questions bien définies, bien précises. Mais aujourd'hui, oui, on est beaucoup plus regardant et là, on ne va pas. Ce qui a changé surtout, c'est que moi, je sais quand c'est arrivé une première fois, pour mon premier projet, quand c'est arrivé, et la deuxième fois, c'est un projet qui n'a pas eu lieu, mais où pareil, c'était un scammer, quoi. Mais cette fois-ci, le projet n'a pas eu lieu, donc j'ai eu de la chance. Je me suis formé, mais à fond sur tout ce qui est conception de projet, carrément presque advisoring de projet, quoi, pour comprendre toutes les subtilités.
Sur les calls, ensuite, avec les projets, je demandais à être là lors des calls avec les advisors pour vraiment tout comprendre. À côté aussi, moi, je me suis pas mal formé au niveau, en tout cas, conception de projet crypto. Je suis dans la communauté No Limits avec Major Anthony. Donc, ça aussi, ça m'a apporté des bonnes bases. Et avec qui je bosse toujours. D'ailleurs, on a également fait une formation IA chez lui. Mais ouais, non, on fait quand même vachement plus attention. Maintenant, on a vraiment compris les codes aussi pour essayer de déceler un petit peu si le projet, il y a un réel but ou est-ce que c'est juste un truc pour un petit peu mettre des paillettes dans les yeux et puis voilà quoi, ou des roadmaps qui sont pas réalisables. Parfois, c'est un peu dur de savoir, hein, tu as envie d'y croire, franchement, mais on préfère en fait, c'est des projets communautaires, c'est beaucoup plus sain. Les commus sont plus organiques. Souvent, en plus, il y a plusieurs artistes parfois. Enfin, tout C'est pas la est. même ambiance. Ouais, c'est ça. Et puis, ça lève aussi un peu moins d'argent dans un premier temps. Donc, au final, l'argent est plus utilisé pour build. C'est plus transparent. Les Discord, les gens sont. Tout est plus naturel, quoi. C'est pas rempli de bots, etc. Enfin, franchement, s'il y a un bon C'est exemple, communautaire, c'est souvent bienveillant, oui. Cryptomass, c'est je pense, le meilleur exemple. Il y a aussi, de toute façon, c'est un peu la même sphère, hein, Dinovox, Marmotoshi. Tu sens qu'il y a une vibe qui est différente, quoi. Il y a quand même un truc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, il y en a beaucoup qui disent les NFT servent à rien et c'est plutôt un feu de paille. Bah, à la fois, oui, parce qu'il y en a plein qui servent à rien, mais à la fois, non, parce qu'il y a des contre-exemples exceptionnels, quoi. Tu viens de les mentionner. Donc même si c'est que 5% des collections NFT, bah, elles sont présentes et il faut s'inspirer d'elles. Et justement, je vais partir sur une question un peu plus ouverte sur l'avenir. Comment est-ce que vous voyez les NFT évoluer à l'avenir? Est-ce que vous pensez que c'est effectivement une révolution? Oui, une vraie révolution parce que ça va amener des nouveaux usages, des nouveaux modèles économiques. Et ça, il y a des tas d'exemples qui le prouvent, hein, des modèles économiques grâce aux NFT, marché secondaire, les collections NFT. Il y a plein de choses qui montrent que les NFT, pour moi, mon avis personnel, vont s'incruster, vont s'intégrer dans notre économie. Ou est-ce que, au contraire, vous considérez que c'est finalement peut-être une tendance qui va s'essouffler et il y aura d'autres choses qui vont prendre le relais, l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est complémentaire? Voilà, je vous donne un peu la parole là-dessus. Moi, je pense que ça va continuer, hein. C'est le niveau en fait, c'est vraiment la technologie qui est intéressante derrière. Ce qui s'essouffle, c'est les pump and dump de projets full marketing, etc., où tu peux faire de l'argent très rapidement en mettant de l'argent en marketing. Enfin, on l'a vu, hein. C'est ça qui va s'essouffler à un moment parce que les gens sont pas bêtes à un moment. Je pense que les NFT ont bien pris dans les dents quand même niveau réputation, etc. C'était pas quand même joli un moment à voir. Mais pour moi, la vraie utilité des NFT, c'est communautaire en fait. Au-delà du fait que c'est un certificat, etc. Donc ça, c'est quand même la base. C'est pour ça que c'est l'essence même c'est ça qui va faire que ça va continuer. Le fait de pouvoir donner une propriété intellectuelle à quelqu'un via quelque chose qui est numérique, ça peut que avoir des utilités à l'avenir. Et je pense qu'on le voit dans les entreprises qui investissent dedans. C'est pas non plus n'importe qui, quoi. Des Nike, les Louis Vuitton, les Lacoste. Pour ne citer que, en fait, là, c'est des grandes marques, mais quand les grandes marques s'y mettent en général, bon, c'est pas des. Il y en a qui le font assez mal, hein. T'as l'impression qu'ils n'ont pas totalement compris. Mais je pense que l'essence même, ouais, vraiment déjà communautaire, au-delà de la technologie, et que ça va continuer à augmenter. Je pense que l'une des grosses portes d'entrée à venir aussi, ça va être avec le jeu vidéo, hein. Je pense que quand ça va vraiment arriver, quand ça va se combiner à Twitch, etc., ça va faire mal. D'ailleurs, je pense que les métiers de l'avenir, quand l'IA va prendre d'ailleurs pas mal de place aussi, ça va vraiment être pas forcément le divertissement, mais soit dans la création, soit dans le personal branding, soit dans le fait de jouer à des jeux vidéo. Et peut-être que, je sais pas, moi, dans 20 ans, ça va créer des problèmes parce que dans les lycées, certains se diront pourquoi est-ce que j'irais faire des grandes études? Je suis forgeron dans Dofus 4.0 et je gagne je gagne 5K par mois, quoi. Je sais pas, je donne des exemples bêtes, mais ça va arriver. Parce qu'en soi, même c'est déjà arrivé, en fait. Si on prend Axie Infinity,
dans certains pays, ça a changé totalement la vie de familles entières, quoi. C'était quand même assez impressionnant. Hein. Ouais, j'ai échangé avec quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent effectivement tous les mois sur Axie Infinity. Il pouvait carrément, arrêter de bosser, hein, clairement et Bah, c'était intéressant ta réflexion, ouais. mais dans certains pays, parce que du coup, je crois que c'est le scholarship, ça s'appelle comme ça. Lorsque tu loues ton NFT à quelqu'un, et c'est le principe dans Axie Infinity, c'est qu'il y avait beaucoup d'investisseurs parce que tu pouvais louer tes NFT pour que d'autres personnes fassent des parties, gagnent de l'argent avec, et toi, tu touchais un pourcentage, et l'autre personne aussi. Et du coup, en fait, ils louaient leur NFT à des personnes qui vivaient dans des pays beaucoup plus défavorisés. Et en fait, ces gens, pour eux, gagner 200 balles, 300 balles, 1000 balles par mois avec l'économie de leur pays, mais c'est un, C'est deux. des Ouais. rentiers 3.0 quoi. Ah ouais, carrément. Mais ça a changé. Certains diront que c'est mal, d'autres diront que c'est bien. Pour moi, ça change. À partir du moment où ça change la vie de personne, c'est forcément une bonne Ouais. chose, quoi. Et oui, Carrément et effectivement, je rebondis sur le côté communautaire. Un très bon exemple que j'avais sans doute déjà mentionné et j'ai déjà fait un podcast avec, c'était, Joker Club de Partouche Multiverse, donc le groupe Partouche qui est essentiellement Web 2, hein, avec des casinos, avec, bon quelques spas, quelques hôtels, ouais. qui bascule dans le Web 3 avec une collection NFT et qui a vraiment à cœur de forger une communauté derrière. Parce que le casino ne forge pas vraiment une communauté, c'est plutôt des joueurs, individuels qui viennent jouer. Et ils ont une vraie volonté, à travers les NFT, de forger une communauté pour que les gens, adhèrent à cette communauté. Ils forment même leur personnel dans les casinos et bah, rien que pour ça, je trouve qu'eux, en tout cas, ils ont un peu compris l'esprit du Web 3, de l'esprit communautaire derrière les NFT. Chose que d'autres communautés d'autres entreprises ont mal compris, comme Porsche, je crois. C'était un flop total voilà. Donc c'est intéressant de voir que, bah, il Mais, faut ou Nike qui a racheté carrément, Artefact, et là pour le coup, ils ont compris. Ils ont racheté des spécialistes du domaine. ouais, mais Donc c'est c'est deux. intéressant de voir comment ça va évoluer. Je trouve qu'il y en a qui ont bien capté le truc, mais je trouve que les t-shirts qu'ils ont envoyés, par contre, à leur commu, j'étais pas. Ah, j'ai pas vu du tout. Et non, mais C'est sinon. l'œil perfectionniste, ça. Ouais. Mais non, je pense que ça va continuer à se développer. Et puis au-delà de ça, je ne sais pas si c'est pas les SBT, c'est les NFT qui ne peuvent pas être échangés, qui vont être utilisés pour, je crois que c'est SBT, pour tout ce qui est SBT, les Soulbound Tokens, ouais. certificat, Ah carte oui, bah non, mais d'identité. Ça, il y a quand carte même. vitale, ça serait ça. Ouais. Ouais, non, je pense vraiment que ça va. C'est des cartes, enfin, je pense que tout le monde, avec toute cette société qui va se centrer sur le divertissement, la création de contenu, etc., ça va être d'autant plus. Tout va se mixer, à mon avis, et les gens vont chacun va avoir ses petites communautés à droite, à gauche. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Que les gens ont besoin d'être en communauté, surtout même numériquement, en fait. Hein. Ça a toujours été le cas. Hein. Là, on le voit avec toute la sphère crypto. NFT, c'est un très bon exemple, mais ça a déjà été le cas dans le jeu vidéo, même les youtubeurs aussi. Franchement, c'est un bon exemple. Les gens ont besoin d'avoir des communautés. Les entrepreneurs, c'est pareil. Quand on regarde dans l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de communautés d'entrepreneurs qui se créent. Et, je pense que c'est vraiment l'avenir, tout simplement, quoi. J'allais dire un autre mot après, mais en fait, tout va, à mon avis, s'emboîter, ouais, assez logiquement au final. Après, je pense qu'il va y avoir effectivement des grosses dérives aussi, mais il faudra faire avec. C'est comme ça que c'est pareil pour chaque technologie, mais l'IA va être, je pense, une technologie, une révolution vraiment civilisationnelle. Ça va vraiment changer énormément de choses tant qu'on ne se fait pas tuer par des robots. Et au final, c'est pas si impossible que ça va. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier les NFT et la crypto, ça va vraiment. La crypto, j'espère que ça va. Enfin, il faut quand même voir parce que les régulateurs, là, ils commencent à bien casser les pieds, mais à mon avis, ça va s'imposer quand même. Ça peut pas non plus être bloqué à 100%. Ils peuvent pas. C'est déjà trop implanté, quoi. Bah, Il y a ce trop que je me d'argent. dis aussi, c'est que plus il y a d'entreprises qui rejoignent, bah, les NFT, qui sont hébergés sur des blockchains, bah, techniquement, ça fait aussi, ça rend de plus en plus compliqué aussi, pour les gouvernements de dire, bah, stop, on arrête cette blockchain. Bah ouais, mais s'il y a 150 entreprises, qui ont forgé une communauté dessus, bah, elles vont aussi gueuler un peu et donc, bah, c'est un effet de masse après. Mais Moi, c'est très intéressant. je pense que d'ici vraiment quelques années, parce qu'on oublie le métaverse, tout le monde se dit le métaverse, c'était une hype. Ouais, mais non. Et maintenant, c'est l'IA. C'est pareil, Meta, maintenant, ils sont un peu laissés de côté le métaverse. Mais je pense que d'ici. Tout le monde voyait le métaverse ça, dans 5 ans, la grosse révolution dans 5 ans.
Je pense que c'est plutôt l'IA d'année en année qui va continuer à grossir, la crypto et les NFT qui vont prendre de l'ampleur d'ici 5 ans, mais par contre, dans 10 ans, quand le métaverse va revenir, et on le voit avec ce que propose par exemple Apple comme nouveau, leurs lunettes, la Vision, c'est comme ça que ça Vision Pro, Ouais, ça va être une des portes d'entrée parce que c'est un marché très compliqué, les casques VR, mais en commençant avec de la réalité augmentée, je pense que ça permet de va. mettre un pied dedans. C'est ça. Et quand tout va se mélanger, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être dans un monde virtuel généré à l'aide de l'IA n'importe laquelle de tes pensées. Avec le monde actuel aussi. Ouais. Créer avec des un choses socle de valeur par les cryptos. et créer des trucs qui sont au final qui ont une valeur. Enfin, ça va être incroyable. Je pense qu'on n'est pas au bout de. Ouais, je pense que le monde de je pense demain. qu'on va vivre quelque chose d'assez révolutionnaire. Ouais, le monde de demain. En fait, on imaginait plein de choses quand on était plus jeune sur l'avenir, mais c'est vrai que quand l'IA a débarqué, ça a quand même fait. Et ça n'a pas débarqué juste l'année dernière, ça a débarqué avant même. Bah oui, bien avant, même quand on peut le voir avec les IA, elles sont là depuis longtemps. Hein. Bah, tu as Siri, tu as comment ça s'appelle Alexa, tu avais sur les appareils photo l'autofocus. Au final, c'est une IA aussi qui détecte les visages, détecte la différence entre un chat, un chien, un humain. Oui, c'est un peu le terme à la mode maintenant, mais au final, c'était déjà là. Tu avais des outils aussi déjà de détourage d'images qui existent depuis 4-5 ans, qui étaient déjà là. Il y a énormément de choses en fait. Donc, je pense que là, c'est la course. C'est juste qu'elle est passée en grand public, on va dire presque. Bah, il y a eu GPT 3 plus, ChatGPT plus Midjourney V4, donc qui est à partir de cette version de Midjourney, on commençait vraiment à faire des visuels qui étaient vraiment exploitables et impressionnants. Je pense que le combo des deux, là, ça. Là, du coup, c'est le fait que ça soit médiatisé, etc. Donc, ouais, puis c'est la course à l'investissement. Là, et puis là, l'IA aussi se développe, donc elle est de plus en plus puissante et ça s'ensuit. Faut le temps qu'on arrive à garder le contrôle dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais on va voir comment. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord totalement avec vous. Et on est déjà presque à 1 heure d'interview, donc c'est la folie, c'est super. Je crois qu'on va peut-être même battre le record. Je crois que j'étais à 1h04. Avant de finir, je vous laisse quand même un petit créneau pour nous dire sur quel réseau il est le plus pertinent de suivre l'évolution de vos développements, vos créations, de votre activité. Et si vous avez une dernière chose à rajouter à l'audience, à partager, des informations ou autres, je vous donne aussi 2 minutes pour le faire. Donc allez-y. On va être présent sur Twitter plutôt en ce moment. On développera nos autres réseaux plus tard, mais pour le moment, il faut une pub sur Anima. Et puis Cosmos et Omea. Pour le coup, de toute façon, il y aura les liens, je pense, en description. Hein. C'est ça. Et puis, il y aura un site qui va arriver, puis on va arriver sur les autres réseaux progressivement. Mais là, justement, on se focus vraiment sur Twitter pour créer une communauté déjà dans un premier temps. On va continuer à faire beaucoup de prestations, je pense, encore durant tout juillet. Et ensuite, on va surtout proposer beaucoup de contenu. Là, je pense que les gens vont être assez servis à ce niveau-là. Et surtout, on va montrer qu'avec l'intelligence artificielle et en utilisant un petit peu sa tête, on peut aussi créer des choses qui sont très intéressantes. Donc, vous allez le voir dans les prochaines semaines, mais c'est pas juste des visuels, on peut vraiment créer des histoires, énormément de choses. On a commencé à bosser en off sur pas mal de choses. Ouais, on a plein de formats, justement, en réserve pour montrer qu'on peut créer beaucoup, beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre compte. Hein, et puis voilà, si vous êtes intéressé par les IA, si vous avez des interrogations, même si vous êtes curieux, si vous avez un projet, un projet en cours, ou même si vous avez envie vous-même aussi de maîtriser et de comprendre les IA, vous serez les bienvenus, hein, n'hésitez pas. Surtout pas. Toutes les personnes créatives sont bienvenues, ou ceux qui ont justement besoin qu'on les aide sur certains points ou qu'on réalise leur bannière Twitter pour l'instant. Oui, c'est possible. Non, vous êtes encore servi pour un moment pour les bannières Twitter. Ça continue pour se développer, c'est un bon socle. Voilà. Et je pense que de manière générale aussi, l'IA est quasiment inévitable dans énormément de métiers maintenant, donc ça vaut le coup quand même de vous rapprocher d'entités comme Anima Labs pour voir à quel niveau dans votre métier vous pouvez vous en servir pour améliorer votre productivité ou améliorer votre image. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Merci en tout cas, Colline, merci Martin. C'était un échange passionnant. Moi, j'adore l'intelligence artificielle, je m'en sers aussi un petit peu. J'ai adoré le travail que j'ai pu faire avec vous pour mes différentes bannières, LinkedIn et Twitter. Et voilà, j'invite tous les gens à se rapprocher de vous s'ils voient un intérêt pour eux, pour leur métier ou pour leur activité.
Et voilà, bonne continuation. À très bientôt. Salut à vous deux. Merci beaucoup Thibaut, merci pour l'invitation. À bientôt.